Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire en direct de présentation de l'étude prospective des emplois et des compétences de la filière du ferroviaire. Ravi de vous accueillir dans cette émission et dans un contexte mondial, de crise sanitaire et d'incertitudes économiques, l'Observatoire de la métallurgie et la Fédération des industries du ferroviaire ont lancé depuis l'automne 2019 une large étude prospective des emplois et des compétences pour mieux appréhender, pour mieux comprendre les perspectives et les tendances des prochaines années. Alors nous allons découvrir dans cette Web TV les résultats de cette étude, de référence dans le secteur du ferroviaire, au cours de laquelle nous explorerons l'état des lieux de la filière ferroviaire française et des impacts de la crise Covid-19, les évolutions attendues de la croissance des industriels français au regard du contexte mondial, bien sûr, des évolutions législatives et de la digitalisation des pratiques, l'impact de ces évolutions sur les métiers, les besoins de recrutement et les besoins de formation, et puis enfin les préconisations pour accompagner les changements et les mutations de la filière sur les prochaines années. Nos invités qui ont réalisé cette étude avec leur équipe et qui sont en plateau apporteront leur éclairage et la synthèse de cette étude. Ils répondront d'ailleurs en direct à vos questions que vous pourrez poser, que vous pouvez déjà poser sur la plateforme de webinaire. N'hésitez pas, sur l'onglet questions, vous pouvez d'ores et déjà poser toutes les questions qui vous intéressent. Nos invités, comme je vous l'ai dit, sont là avec moi aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Domas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous êtes consultant à Syndex. Tout à fait. Et vous avez participé largement sur cette étude. J'ai beaucoup travaillé dessus aussi. Ouais, vous êtes expert du ferroviaire, donc on va revenir sur vos enseignements, l'étude, l'état des lieux de la filière et puis les préconisations, ce qui va se passer dans les prochaines années. Également avec nous Pascal Gabriel qui est également à mes côtés. Bonjour Pascal. Bonjour David. Également consultant à Syndex et vous avez beaucoup travaillé sur l'aspect emploi, compétences, besoins de formation. Voilà, sur les besoins de recrutement, sur les métiers aussi qui sont impactés. Eh bien, on va en parler. Quels vont être les besoins de recrutement, les besoins de compétences nouvelles dans les prochaines années. On va en parler largement tout à l'heure. Peut-être souhaiteriez-vous découvrir en même temps que cette émission, cette étude, vous pouvez le faire. Rendez-vous sur www.observatoire-métallurgie.fr et vous pouvez télécharger l'étude pour en prendre connaissance au fur et à mesure de nos échanges et vous pourrez d'autant mieux poser des questions qui vous intéressent. Je te rappelle, vous allez sur l'onglet questions de la plateforme et vous pouvez poser vos questions, on les prendra en direct. Allez, je vous propose de démarrer ce webinaire avec un honneur, le vice-président du comité stratégique de la filière ferroviaire et président de la Fédération des industries du ferroviaire, Louis Nègre, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous avoir transmis un message d'ouverture de ce webinaire. Regardons, on se retrouve juste après. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le grand plaisir, en tant que vice-président du comité stratégique et de président de la FIF, d'introduire ce webinaire de restitution de l'enquête de l'Observatoire de la métallurgie réalisée par le cabinet Syndex sur la prospective des métiers ferroviaires. L'attractivité des métiers est un des sujets majeurs pour les chefs d'entreprise de notre secteur. Malgré une activité industrielle en croissance continue depuis des années, malgré la résilience que nous avons montrée lors de cette crise du Covid-19, nos industriels s'inquiètent de ne pas trouver les compétences nécessaires à leur croissance aujourd'hui, mais aussi pour les métiers de demain. La ressource humaine reste le bien le plus précieux de l'entreprise et l'entrepreneur doit toujours anticiper sur les qualités requises de ses équipes et des futurs recrutements. La GPEC est plus que jamais un facteur essentiel du management. Au niveau de la filière industrielle du ferroviaire aussi, il est nécessaire d'avoir un outil de pilotage permettant d'identifier les métiers en tension, les besoins futurs et de mettre en place les stratégies et actions pour accompagner ces changements. L'étude qui va vous être dévoilée aujourd'hui est un préalable indispensable, un état des lieux des métiers de la filière et de l'évolution de ses besoins. Elle précède d'autres actions dont certaines sont déjà inscrites dans nos engagements du comité stratégique de filière et dont d'autres apparaîtront de plus en plus dans le futur en lien avec la situation économique de notre pays. Aussi, pour cette année 2021, nous avons déjà programmé
un programme chargé au niveau de la FIF et dans le cadre de notre comité stratégique dans ce domaine. On lance un EDEC, c'est-à-dire engagement, développement, emploi, compétences, dans la filière pour lancer des actions de formation adaptées. On travaille avec les autres filières également pour une mobilité permettant de conserver et développer nos compétences et nos emplois en France. Troisièmement, on travaille sur l'attractivité des métiers pour le futur du ferroviaire. Mais, pour l'instant, je laisse la place aux intervenants et à la restitution de leur étude. Je remercie tous ceux qui ont participé et ceux qui en seront les acteurs de demain. Bonne réunion et à bientôt pour les étapes à venir. Merci de votre attention. Merci Louis Nègre pour ces petites ouvertures. Ça nous fait vraiment plaisir, chaud au cœur d'avoir cette ouverture de webinaire. Merci infiniment. Allez, on va découvrir le début de cette première partie d'émission. Nous allons évoquer le contexte de l'industrie ferroviaire dans le monde, en France, avec Nicolas. On va discuter ensemble de tout ça grâce à vos questions que vous pouvez renseigner d'ores et déjà sur la plateforme Lifestorm sur laquelle vous êtes connecté actuellement. Mais juste avant de poser vos questions à Nicolas nous dévoile les principaux enseignements de cette étude. On en parle juste après. L'objectif final de cette étude, c'est d'établir une cartographie des métiers de l'industrie ferroviaire à l'horizon 2030. Et pour ce faire, nous avons réalisé donc un état des lieux de la filière, de l'industrie, et élaboré des perspectives à l'horizon 2030, donc des scénarios. La demande pour l'industrie ferroviaire provient de l'évolution de la demande en transport, d'une part, et deuxièmement, de l'évolution de la part modale du ferroviaire, d'autre part. Globalement, sur les 10 dernières années, donc je rappelle 2011-2019, selon l'OCDE, on va dire, l'évolution de la demande mondiale en transport est de l'ordre de 3,4% par an, en taux de croissance annuel moyen. Elle est intégralement corrélée à la croissance du PIB mondial, qui est pour cette même période de 3,3% par an. Bien, on est sur une dynamique de croissance de 3%, donc qui est relativement correcte et qui permet finalement à l'industrie ferroviaire d'avoir une visibilité à moyen terme relativement bonne sur ses charges, d'autant plus que l'OCDE, dans ses perspectives à beaucoup plus long terme, à l'horizon 2050, prévoit une poursuite de la croissance du transport de l'ordre de 3% par an. Le transport ferroviaire au sein du transport au global, on va distinguer le transport de marchandises d'une part et le transport de voyageurs de l'autre. Le transport de marchandises au niveau mondial croît de l'ordre de 3,4% par an, ce qui est quand même une bonne moyenne, alors que le transport de passagers évolue très favorablement, en tout cas dans les pays en voie de développement, de l'ordre de 4,7% par an, en croissance annuelle moyenne. Un peu plus faiblement dans les pays dits matures, de l'ordre de 2,5 à 2,6% par an. En Europe, pour le transport ferroviaire, on est sur une croissance annuelle moyenne de 2,5% par an pour le transport de passagers, sur la période 2015-2018. Et pour le transport de marchandises, on est sur une croissance un peu supérieure, à 4,1% par an sur la même période, avec deux éléments quand même qu'il faut retenir. C'est que d'une part, sur le transport de passagers, on est sur une part modale qui s'établit à 7,8%. Donc relativement faible, mais qui s'accroît sur la période, alors qu'à l'inverse, pour le transport de fret de marchandises, on est sur une part modale bien supérieure, de l'ordre de 18,7%, mais qui a tendance à s'éroder légèrement sur la période. Ces chiffres sont plutôt corrects et, de notre point de vue, seront en évolution favorable d'ici quelques années, dans la mesure où on est sur une politique de transport décarboné, mise en place par l'ensemble des gouvernants européens. En tout cas, c'est une volonté de l'Union européenne. Il faut se souvenir quand même que les transports en général produisent entre un quart et 30% des gaz à effet de serre en Europe et qu'à l'intérieur de ces émissions, le transport ferroviaire n'en procure que 3%. Pour nous,
les perspectives de l'industrie, elles sont plutôt bonnes dans la mesure où elles sont nécessairement liées à la demande en transport qui va évoluer favorablement pour ce qui est des transports ferroviaires, comme on l'a indiqué précédemment. Toutes les études de marché, en tout cas, montrent qu'on est sur une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 2 à 3%, que ce soit en termes de segments d'activité ou que ce soit en termes de segments géographiques. Dans le cadre de cette demande croissante pour les industries ferroviaires, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que nous avons la création d'un mastodonte, on va dire, chinois, à l'issue donc de la fusion de deux entreprises nationales qui ont donné naissance à CRRC, donc le fabricant chinois de matériel ferroviaire de référence. Son chiffre d'affaires est équivalent au cumul du chiffre d'affaires des trois historiques que sont Siemens Transport, Bombardier Transport et Alstom Transport. L'arrivée sur le marché de CRRC n'est pas pour demain, en tout cas de notre point de vue, sur le marché européen. D'une part parce que sur le marché chinois, il y a une très forte demande poussée par les volontés du Parti communiste chinois et de son gouvernement pour développer les lignes grande vitesse, les métros, le transport de fret, etc. Donc il est déjà très occupé sur son marché propre. Là où les concurrents européens, que sont donc Siemens, Bombardier ou encore Alstom, vont retrouver CRRC, c'est sur les grands marchés traditionnels à l'export, que sont l'Afrique, l'Asie, voire l'Amérique du Sud. Les conséquences finalement de la construction de cet acteur majeur, qui devient majeur au niveau du ferroviaire, c'est la réouverture finalement d'une politique de concentration de l'industrie ferroviaire, et en particulier européenne. À titre d'exemple, on rappellera l'acquisition d'Invensys par Siemens, l'acquisition d'Ansaldo Breda en Italie par le japonais Hitachi, et puis la toute récente acquisition de Bombardier Transport par Alstom. En France, il y a deux événements qui ont marqué l'environnement ferroviaire un peu avant la crise du Covid. C'est le vote de deux lois, la loi Pacte en 2018 et la loi LOM en fin d'année 2019. Ces deux lois, elles avaient pour la première l'intention de reconfigurer un peu l'environnement concurrentiel, on va dire, avec l'ouverture à la concurrence des lignes LGV, des lignes TER et à plus ou moyen terme des lignes de transport urbain. Une transformation assez significative de la SNCF en tant que telle. Et pour ce qui est de la deuxième loi, elle était principalement focalisée sur la transition écologique. Et donc comment rendre finalement les transports plus propres au travers donc le développement de la régénération du réseau ferré, du développement de nouvelles mobilités urbaines, au travers du développement des tramways par exemple, ou le développement de nouvelles technologies visant à une combustion propre des motorisations. Alors cette première loi pour l'industrie ferroviaire en tant que telle, on va dire, elle permet de sécuriser finalement les ambitions de régénération du réseau ferré français, qui était devenu assez obsolète, avec des sommes consacrées relativement significatives et en hausse, et qui donnent des perspectives finalement relativement correctes et même très bonnes pour les industriels d'installation de voies, de fabrication de rails, d'aiguillage à l'horizon 2025-2030. La loi LOM, elle est un peu plus englobante puisqu'elle traite de beaucoup de sujets, mais pour ce qui est du ferroviaire, ce qui est notre sujet, on va dire qu'elle permet aussi donc la réaffirmation de ce qui avait été décidé un an plus tôt, ce qui est toujours important dans ces contextes. Et puis elle inscrit de nouveau, peut-être pas pour la période 2020-2025, mais en tout cas pour la période d'après, 5 lignes nouvelles à construire d'ici 2030, qui donne là aussi des perspectives assez claires pour l'industrie ferroviaire. La filière en France, c'est globalement, on va dire, 200 000 personnes qui travaillent aussi dans les ateliers de maintenance de la SNCF et de la RATP, mais nous, on s'est concentré sur la partie qui dépend de la convention de la métallurgie et plus quelques SS2I qui travaillent dans l'ingénierie et la signalisation. L'état des lieux de la filière est plutôt correct, puisque sur les 20 dernières années, on est sur une augmentation de l'emploi salarié, ce qui est quand même assez rare dans l'industrie aujourd'hui en France, pour le noter. Et qui plus est, les perspectives d'activité sont très bonnes, puisque les plans de charge des usines à l'horizon 2022-2023
sont quasiment chargés à 100%. Nous avons établi 3 scénarios pour les 4 secteurs d'activité de la filière ferroviaire, que sont l'infrastructure, la signalisation, le matériel roulant et les équipements. Ces 3 scénarios, on est plutôt confiant dans nos conclusions à l'horizon 2025. Ils sont tous en croissance et à l'issue de la crise Covid, on a retenu pour certaines activités, en particulier pour le matériel ferroviaire et les équipementiers, le scénario le plus prudent. Les scénarios les plus prudents pour le matériel ferroviaire et les équipements restent en croissance de l'ordre de 1,1 à 1,9%. L'incidence du Covid sur les commandes. La première chose qu'il faut quand même souligner, c'est que tous les opérateurs du ferroviaire ont des difficultés. La première des difficultés, c'est la baisse de la fréquentation, faramineuse. La deuxième difficulté, c'est que ça engendre des pertes assez importantes, mais qui seront en partie couvertes par l'État, c'est son engagement. Et au final, ce qu'on va constater, c'est qu'il y a très très peu, ou même quasiment pas d'annulation de commandes aujourd'hui. Il y a des reports des appels d'offres, d'ouverture d'appels d'offres, d'enveloppes, etc. Mais en tout cas, on est relativement confiant sur les scénarios, même les plus prudents, qu'on a pu réaliser en période pré-Covid. Voilà pour ces éclairages sur ce contexte mondial, ce contexte français du ferroviaire. Merci Nicolas d'avoir apporté ces lumières. Alors je rappelle que vous êtes expert du secteur ferroviaire. Une veille longue vous a permis de travailler, d'étudier sur cet état des lieux, travailler sur les perspectives. Première question, alors je vois qu'il y a déjà beaucoup de réactions sur le live, hein, donc n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, réagir. On va poser toutes les questions que vous avez en tête. Nicolas, quels sont les principaux moteurs de cette croissance mondiale qui est là, on la sent, on la voit. Quels sont les principaux moteurs de celle-ci ? Alors, il y a plusieurs moteurs, bien évidemment, selon les domaines d'activité. Si on prend, par exemple, sur ce qui concerne l'infrastructure et la signalisation, on va dire que les perspectives de croissance sont bonnes et restent correctes, y compris après la crise du Covid, parce qu'on est dans le cadre mondial, en tout cas, et puis on verra peut-être plus précisément sur l'Europe et la France. Oui. Au niveau mondial, on est quand même sur un taux d'urbanisation croissant. Aujourd'hui, les populations mondiales sont plus nombreuses dans les villes que dans les campagnes. Et le mouvement ne fait que s'accentuer, entraînant des congestions automobiles et nécessitant bien évidemment des équipements nouveaux en transport collectif et de préférence des transports collectifs plutôt propres et donc ferrés. Une urbanisation grandissante qui du coup profite au secteur au niveau mondial. Après on va voir si en France ça profite au secteur ferroviaire français, mais en tout cas au niveau mondial, cette évolution de la filière est liée notamment à l'urbanisation, d'après ce que je comprends. Il y a d'autres éléments. Il y a d'autres éléments. Alors, il y a effectivement l'urbanisation qui nécessite des solutions politiques à décongestation. Et bien, dès que vous avez aussi un niveau de vie qui s'élève dans les pays dits émergents, on a bien évidemment des transports ou des besoins de transport qui augmentent et donc des besoins de construire des lignes nouvelles, qui ne sont pas nécessairement des lignes à grande vitesse, mais des lignes nouvelles. Ou de moderniser des réseaux existants qui sont arrivés à maturité et qui, pour le coup, nécessitent, comme en France, on en reparlera, mais qui nécessitent une modernisation des lignes. Effectivement. En Europe, par exemple, on est sur, même si on est sur encore des constructions de lignes nouvelles, on est avant tout maintenant sur la régénération des réseaux qui, effectivement, ont pâti d'un sous-investissement de maintenance qui, aujourd'hui, on arrive à prendre le relais avec des perspectives de croissance et des financements qui sont relativement sécurisés derrière, qui permettent, pour en tout cas le secteur de l'infrastructure et de la signalisation, puisque c'est relativement lié, des investissements Non, et puis une visibilité sur les plans de charge à moyen terme qui sont très favorables. Est-ce que l'ouverture à la concurrence, Nicolas, a permis d'être un moteur dans cette croissance mondiale ? Alors, il y a certains pays qui sont ouverts à la concurrence depuis très longtemps sur les transports individuels, sur de nombreux pays, néanmoins sur la France un peu plus récent. Mais est-ce qu'on peut voir que cette ouverture à la concurrence tire un peu le marché ? Alors, l'ouverture à la concurrence, elle a pu tirer le marché, on va dire, avant la crise du Covid. Par exemple, on peut dire qu'en Grande-Bretagne, il y a eu un effet relativement bénéfique, même s'il y a eu des contreparties très, très désastreuses, en particulier sur l'état du réseau, avec de nombreux accidents. En Allemagne, on a un développement de la concurrence qui permet effectivement aux fret de rebondir et aux passagers de poursuivre l'évolution positive. En France, aujourd'hui, on est
sur un schéma qui va arriver. Hein. C'est statu quo, on ne Voilà, sait pas encore vraiment ce qui va se passer. Alors, on est dans les il y a- starting blocks. Quoi. Il y a quand même une ouverture qui est réelle, hein, c'est sur celle du fret, Bien même sûr. si la part des opérateurs privés du fret est relativement minime en France. Mais on a là des perspectives d'évolution probablement bonnes, avec quand même une problématique avec la Covid, Dites-nous, c'est ouais. que la crise de la Covid a engendré, c'est ce qu'on disait dans la petite bulle, hein, a engendré une baisse faramineuse des trafics qui met en difficulté les opérateurs. Et donc, quand on a un gros opérateur comme la SNCF appuyé sur l'État, on a plus de facilité, et en plus avec le rôle que l'État va lui faire jouer, plus de facilité à résister que des opérateurs privés qui seraient, par exemple, arrivés sur Oui. des lignes TGV et qui n'auraient Qui sont plus fragiles, entre guillemets. qui seraient probablement mortes. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, on est sur voilà, la concurrence, oui, mais dans quelles conditions? Autant sur lorsqu'il y a des délégations de services publics, on peut imaginer que les autorités organisatrices des transports Sont robustes, soutiennent derrière. ouais. C'est ce qui se passe avec Île-de-France Mobilité pour la Oui. RATP, voilà, ou les SNCF. Mais Par- quand on est plus petit, c'est Voilà. plus compliqué. Par contre, vous avez l'exemple type. Hein, c'était une entreprise un opérateur privé en Allemagne Ouais. qui, sur les grandes lignes, qui a décidé d'arrêter du jour au lendemain ces liaisons entre les villes qu'elle opérait. Alors, elle reprend aujourd'hui, elle va de nouveau s'arrêter, mais on voit bien que tout En ça là-dedans, pointillé. le passager, C'est il n'y compliqué. a pas beaucoup son mot à dire. Il y a Si des tant est qu'il réactions, je vous coupe Nicolas, parce qu'il y a des réactions sur le live. On parle beaucoup de l'impact du groupe CRRC, vous en avez parlé dans la capsule vidéo qu'on vient de voir, ce géant chinois. Quel est l'impact de la création de ce géant? Alors, la question est, est-ce que finalement l'Europe va pouvoir bénéficier d'une quelconque manière de la création de ce mastodon ou alors est-ce qu'il va y avoir des dynamiques mondiales sur des acquisitions de sociétés? CRRC, donc c'est issu de la fusion des deux principaux constructeurs chinois, qui sont des entreprises nationalisées quand même, avec un soutien évident du gouvernement chinois, de Pékin. Aujourd'hui, on a quand même, encore en Europe, une protection du fait de barrières technologiques, techniques ou de certifications relativement significatives. Ceci étant, un des mouvements assez récents, hein, c'est le rachat de l'entreprise Voslo, fabricant des locomotives pour le matériel de traction en triage. En triage, ouais. Ouais. Assez récent, hein, puisqu'il était bouclé en janvier 2020. D'accord. Bon, c'est pas une entreprise dominante comme peuvent l'être Alstom ou Siemens ou d'autres, mais c'est un pied dans la porte, hein, on va dire. D'accord. Alors après, vous avez d'autres pays, aujourd'hui avec le Brexit, comme la Grande-Bretagne, qui sont le cheval de Troie des industriels non européens, D'accord. Hitachi ou d'autres. Est-ce que la France va pouvoir bénéficier d'une quelconque manière, la France et l'Europe, de cette dynamique mondiale où on grossit, on devient de plus en plus important? Juste pour finir sur CRC et ses conséquences, parce que autant sur l'Europe, on n'a pas encore de visibilité forte sur ce que peut donner CRC en termes de concurrence. Par contre, ça engendre au niveau mondial une nouvelle concentration, hein, donc une nouvelle dynamique de concentration des industriels du ferroviaire, en particulier, qui s'est manifestée par l'acquisition d'Invensis par Siemens Mobility. Donc il y a des dynamiques. Dernièrement, Ouais. de Bombardier Transport par Alstom Transport, d'Ansel Labrado par Hitachi, ou de Wabtec rachetant Fèvre Transport, et puis dernièrement General Electric. Donc on est là sur une nouvelle concentration, en créant finalement des acteurs de plus en plus gros, hein, puisqu'Alstom, avec Bombardier, devient, pas l'équivalent des CRRC, mais en tout cas assez dominant. CRRC, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour les exportations? Alors CRRC, c'est pas une très bonne nouvelle C'est pour ça, les exportations. on est d'accord. Tant que le marché chinois, tant que le marché chinois est en capacité d'absorber les capacités de production de CRRC, ça va. Le jour où on a, comme aujourd'hui, un léger recul du chiffre d'affaires de CRRC en Chine, on va retrouver le chinois sur les marchés à la grande exportation, en particulier en Afrique, Ouais. au Moyen-Orient, en Asie au global, voire en Amérique latine. À tel point qu'aujourd'hui, n'importe quelle construction la plupart des constructions de nouvelles lignes en Afrique, en particulier des lignes minières, sont financées par le gouvernement chinois intégralement. Et donc, dès que vous avez un financement chinois, vous avez derrière à la fois l'infrastructure chinoise qui va et le fabricant de matériel qui va derrière. Donc, pour les industriels du ferroviaire européen, c'est effectivement un concurrent de taille sur les marchés traditionnellement export. Ouais.
D'accord. Il y a eu aussi un chiffre qui m'a étonné sur les évolutions dans les des grands endroits du monde. L'Australie-Pacifique fait partie des plus grandes évolutions que vous voyez à venir dans les prochaines années. En tout cas, ça m'a étonné parce que finalement, c'est quoi? C'est qu'ils étaient tellement bas que du coup, ils peuvent que augmenter très fort ou Oui, enfin, voilà, ça reste un petit marché au niveau mondial. Hein. On est sur un marché de 4 milliards d'euros, enfin, en moyenne. Enfin, on estime à 4 milliards d'euros. L'Europe, hein, pour mémoire, c'est 45 milliards d'euros. Et l'Asie en tant que telle, c'est 52 milliards. Donc, quand vous avez une progression effectivement attendue de 6% sur l'Océanie à l'horizon de 2025, ça paraît énorme. Mais bon, on part de relativement bas par rapport aux 2% ou 3% d'évolution prévue sur le marché européen, qui en volume est bien supérieur. Hein. On est d'accord. C'est une évolution importante, mais Voilà. avec des... Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. On va revenir, on va quitter l'Asie, le Pacifique, on va revenir en France, chez nous. On va parler de l'état des lieux en France, Nicolas. On observe qu'entre 2002 et 2017, on voit une baisse de l'évolution du transport individuel, le transport routier, au bénéfice des trains, des métros, des RER. Comment on explique cette évolution ? Alors, d'abord, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et puis, c'est une bonne nouvelle, bien évidemment, pour la filière l'industrie, ferroviaire, puisque derrière, bien sûr. ça engendre des besoins en matériel et en équipement. Plusieurs facteurs. Le premier facteur, à mon avis, qui est explicatif, c'est qu'on est de plus en plus sur une volonté d'avoir un déplacement propre, entre guillemets. Donc, la congestion automobile, comme peuvent la connaître les Parisiens, les Bordelais, à l'heure de pointe, où à un moment donné, les gens disent ça suffit. Et puis derrière, vous avez les politiques qui agissent pour équiper leur ville ou leur conurbation, on va dire, en transport urbain, donc en développant les tramways, en rallongeant les lignes de métro. Donc on a là une vraie offre qui permet finalement un léger basculement, un léger report modal sur le ferroviaire, ce qui est plutôt favorable pour l'industrie. Ouais. Le trafic ferroviaire est globalement en hausse en France, d'après ce qu'on voit, sauf pour le transport de marchandises. On a parlé un petit peu du fret tout à l'heure. On voit une décrue de 5 points sur la part du transport ferroviaire de marchandises. Ça fait longtemps qu'il y a des plans fret, il y a différentes choses d'ouverture à la concurrence. Comment explique-t-on le fait que ça ne prenne pas? Les chiffres en attestent, Nicolas. Moi, je ne conteste pas les chiffres. Non, on atteste que finalement, il y a une décrue de l'évolution. Ouais, il y a une décrue malléreuse. Je ne conteste rien du tout. À tel point que même des entreprises du ferroviaire utilisent la route pour se fournir en matériaux lourds. Mais on est sur finalement une concurrence qui n'est pas, on va dire, pas équilibrée entre la route et le fret ferroviaire. Aujourd'hui, une des grosses problématiques que se posent aux opérateurs du ferroviaire, que ce soit la SNCF Fret ou les autres, c'est le coût des sillons. Donc, ça reste une barrière à l'entrée. Le coût de faire rouler un train de marchandises est bien évidemment plus cher que de faire rouler X camions, d'autant plus que vous avez des tas de taxes sur les camions qui n'ont pas bougé depuis des décennies. Nicolas, mais c'est cher pour tous les pays de faire du transport de marchandises ferroviaires. Pourtant, il y a des pays qui s'en sortent un peu mieux que d'autres. Oui. Vous parliez de l'Allemagne il y a quelques minutes. Il y en a d'autres exemples. Alors, c'est cher, mais en même temps, le coût d'accès au réseau n'est pas le même en France et en Allemagne, par exemple. Donc, on est aussi sur des évolutions qu'il faudrait agencer. Après, l'Allemagne a plus d'opérateurs effectivement alternatifs, puisqu'on est, je pense, de l'ordre de 30 ou 40% du trafic fret ferroviaire assuré par les opérateurs privés. Ouais. En France, on est encore sur... les opérateurs privés restent très témoignages. On n'en est pas encore sur la maturité des opérateurs privés. Et puis, il y a des développements nécessaires à faire. D'abord, aujourd'hui, on priorise le transport de passagers ferroviaires. Il conviendrait aussi de laisser les mêmes chances au transport ferré de marchandises. Il y a des nœuds de congestion énormes, même sur le transport ferroviaire. On parlait de la congestion automobile, mais il y a des congestions dans certains nœuds ferroviaires en France qui sont d'ailleurs... il est prévu de les lever au travers justement de la loi L'Homme, de faciliter pour éviter ces bouchons. Puis après, il y a la question du suivi des wagons, le dernier wagon. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives en la matière qui pourraient, si elles étaient financées correctement, permettre de retrouver...
Nous verrons. Oui, nous verrons. nous verrons. Question d'internaute en direct. Est-ce que vous voyez un impact, et lequel, du vieillissement de la population sur la demande? Sur la demande ferroviaire. Lorsqu'on vieillit, on préfère sa voiture ou est-ce qu'on préfère le train? Est-ce qu'il y a un impact? C'est personnellement. Selon vos observations, Ouais. Nicolas. C'est pas tant une question d'âge qu'une question de localisation. Si vous voulez. Quand vous êtes à la campagne, la voiture est indispensable. Lorsque vous êtes en ville et les déplacements en ville sont plus aisés, moins D'accord. chers et puis. Donc c'est pas tant une question d'âge. C'est pas tant une question d'âge. C'est plus de localisation. Voilà. D'accord, très bien. En termes de chiffre d'affaires, alors moi j'ai étudié scrupuleusement l'étude, je l'ai bossé l'étude, on voit une progression de chiffre d'affaires en 15 ans, plus 65% du chiffre d'affaires, mais on voit bien que ce n'est pas forcément lié à l'export, cette augmentation de chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attractivité à l'export sur cette filière à nous, française, ce qui m'étonnerait quand même. Ou alors est-ce que c'est qu'il y a tellement de choses à faire en France qu'il faut absorber le travail et donc l'augmentation du chiffre d'affaires est liée à la production interne? Alors, il y a un peu des deux. D'abord, il faut quand même rappeler que l'exportation des industries ferroviaires, c'est quand même 40%, entre 30 et 40% Oui. du chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est pas négligeable. Même si, effectivement, on pourrait s'attendre à des évolutions supérieures. On regarde ce que présentent les marchés. Alors, en France, il y a eu une très forte demande pour l'industrie ferroviaire, en particulier suite au plan de relance du gouvernement de M. Sarkozy à l'issue de la crise de 2009. Donc on a eu un lancement de 3 lignes TGV concomitantes, ce qui ne s'était jamais vu dans l'histoire de l'industrie ferroviaire française. Donc il a fallu produire. Derrière, vous aviez les commandes de TGV qui allaient avec. Vous aviez en même temps les appels à projets pour les villes qui débouchaient, donc avec la construction de lignes de tramway, des équipements de tramway, etc. Et donc on a eu pour la période, on va dire 2012, 2017, 2016, pardon, une très forte demande, et puis un chiffre d'affaires pour la filière qui a effectivement été très très élevé, en particulier tiré par le marché intérieur. Par le marché Après, intérieur. on a eu une petite baisse, mais on est quand même effectivement aujourd'hui à 18% en termes de chiffre d'affaires pour la filière, supérieur à ce qui était en 2002. Et les pouvoirs publics. Alors, oui, je vous en prie. Dernier élément, Poursuivez. dernier élément quand même qui explique que le chiffre d'affaires à l'export est relativement stagnant, c'est que dès lors que vous avez aujourd'hui qu'une entreprise, une grosse entreprise telle Alstom ou d'autres d'ailleurs, décroche un gros contrat pour la fourniture de locomotives, de TGV ou autres, que ce soit en Inde ou en Afrique du Sud par exemple, eh bien il y a ce qu'on appelle la compensation industrielle qui est demandée par les autorités locales, c'est-à-dire la construction d'une usine locale pour avoir, ce qui est assez logique, pour avoir une part du marché pour les travailleurs locaux. Ouais. Et donc vous avez en même temps une croissance des capacités mondiales du ferroviaire de ce fait-là. Et donc ce que font les Indiens en Inde ou les Africains en Afrique du Sud ne se fait plus en France. Ne se fait plus en France. Alors qu'auparavant c'était fait en France. On va clôturer dans quelques instants cette première partie sur l'état des lieux. Quelques dernières questions avant de passer sur les prévisions d'emploi, de métiers, de compétences. Vous pouvez déjà poser vos questions pour qu'on puisse les traiter. Une question sur la Covid-19. Effectivement, vous avez mené votre étude en plein dans cette crise du Covid-19, en plein confinement. Vous avez commencé un peu avant et vous l'avez terminé après, donc on était en plein dedans, du premier confinement, j'entends. Est-ce que vous avez changé vos hypothèses en cours de route liées à cette crise ? Alors, vos hypothèses, pardon, et vos conclusions. Alors, nos scénarios, tels que vous pouvez les découvrir dans l'étude, on les a produits, on va dire, en février 2020. Ouais. Il se trouve que 4 semaines Pas de chance, plus 4 semaines plus après, tard, boum, à la maison. On était un peu enfermés à la maison, et puis on a vu dans le même temps les transports s'arrêter, on va dire, le transport ferré en particulier, donc la RATP qui ne transportait plus que 10% de ce qu'elle transportait auparavant, la SNCF qui arrêtait ses trains. On s'est dit là-dedans, et puis les usines qui arrêtaient pour donc 2 ou 3 une sidération semaines. tout On de s'est dit, suite. qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nos scénarios, est-ce qu'on est en capacité de poursuivre cette étude? Parce qu'on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on attend un petit peu? Voilà. On a décidé d'attendre un petit peu et de voir comment ça évoluait. Ça a évolué. Au final, au sortir de la crise Covid, donc en juin-juillet, parce que c'est là où on a eu les premiers éléments de rebond, ou d'analyse un peu
avec du recul de Ouais. ce qui est passé, ce qu'on a pu constater d'une part, c'est que les opérateurs qui ont connu de grosses difficultés, en particulier financières, on verra les résultats finaux Ouais. de la SNCF ou d'autres, qui seront très, 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 très durs en termes de pertes, on a constaté finalement qu'il n'y avait pas d'annulation de commandes. Il n'y a pas Et donc, d'annulation de commande. l'industrie malgré le ferroviaire ralentissement. aujourd'hui n'est pas confrontée à des annulations de commandes telles qu'on aurait pu l'imaginer parce qu'il n'y avait plus les financements, il n'y avait plus les trésoreries, etc. Et donc aujourd'hui, on est sur une industrie ferroviaire qui est chargée globalement pour 4 ans. Donc les D'accord. usines françaises Donc, sont on a des chargées pour 4 perspectives ans. sur On a une 4 ans. perspective, une La question visibilité est, pour 4 ans. après ces 4 ans, est-ce que ça va rebondir et qu'on va pouvoir fournir des carnets de commandes pour les années d'après? Alors, C'est peut-être trop tôt pour le dire. non, mais aujourd'hui, c'est quasiment la seule industrie où Qui a 4 ans on a, d'avance. d'abord cette visibilité et puis deuxièmement Ouais. cette confiance qu'on peut avoir dans l'avenir. Ouais. Au-delà, si vous voulez, tous les éléments qu'on peut avoir, que ce soit le plan de relance financé en grande partie par l'Union européenne, relayé par le plan de relance français ou les plans de relance européens, parce que chaque État a un plan de relance, vous avez un volet ferroviaire qui s'accroît en termes de masse financière, à tel point que l'Allemagne a prévu, là, pour les 10 prochaines années, c'est sorti au mois de janvier, près de 90 milliards d'euros pour ce secteur ferroviaire. C'est quand même assez énorme. Et ce sont des budgets bien supérieurs Bien sûr. à ceux de la période précédente. Et en France, on a sécurisé, le financement de la rémunération du réseau, avec des augmentations de voies à traiter chaque année. Et puis deux, on est sur des relances de projets de LGV, en particulier sur Montpellier, Perpignan. C'est sorti au mois de janvier. Eh ben, on va en parler de ces relances et de cette visibilité sur les prochaines années, parce que ça a effectivement des tendances fortes sur des besoins de recrutement, des besoins de compétences, tout ça nous permet d'avoir un petit peu de vision dans les prochaines années. On va justement ouvrir ensemble le deuxième volet de cette émission avec les évolutions sur les métiers, les compétences. Pascal Gabriel, qui est avec nous au plateau, nous dévoile les principaux enseignements de cette étude et on en parle juste après avec vos questions. À tout de suite. Cette étude a permis de définir, de percevoir des métiers qui sont soit en émergence, en développement, soit en tension, soit en mutation. Il y a à peu près 60-70 métiers qui ont été repérés dans ce cadre-là. Il y a 3 tendances principalement qui vont perturber un peu les métiers, venir générer des mutations, des besoins émergents. Une première qui est la digitalisation, qui traverse tous les champs en fait, de la production et de la conception. Évidemment. Un deuxième qui est une tendance majeure qui est le développement durable, mais qui va prendre des formes diverses, comme notamment le souci du cycle de vie des produits, le souci de la maintenabilité des produits, des formes de modèles d'affaires qui vont vers du paiement au kilomètre, par exemple, donc qui ont d'autres implications en termes de maintenance et de services associés à la production. Et donc qui vont faire évoluer aussi les métiers des équipementiers vers le service, de la production pure à de la production plus du service, et notamment de la maintenance dans le service. Il y a également un troisième élément d'évolution qui est un peu plus diffus, qui est l'interculturalité, l'internationalisation de la filière, et qui va jouer pas seulement sur des besoins de maîtrise de langue étrangère, mais carrément d'interculturalité. On va faire lorsqu'on fait un intérieur de wagon, et qu'on le fait pour un autre pays, il faut s'imprégner de la culture de ce pays pour bien concevoir les choses, par exemple. À partir de ces tendances, on a identifié un certain nombre de besoins de compétences qui émergent, qui parfois s'incarnent dans des métiers, mais pas toujours. On ne va pas forcément toutes les citer là, mais il y a des besoins autour de l'impression 3D pour le service, pour la maintenance, c'est important. Il y en aura autour de la maintenance préventive, autour de la cybersécurité. Les trains communiquent énormément à travers le système de signalisation, à travers la maintenance prédictive aussi, ils vont communiquer encore davantage. Et il faut protéger tout ça, il faudra protéger tout ça. Il
fait, dans l'étude, on a identifié à peu près une soixantaine de métiers qui, du fait de l'évolution de la filière ferroviaire, avaient des évolutions particulières. C'est-à-dire que soit ce sont des métiers en mutation, il y a des compétences nouvelles qui s'inscrivent dans ces métiers-là, soit des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers pour lesquels il y a des besoins de recrutement et les recruteurs ont du mal à trouver les personnes à recruter. Soit des métiers qui sont en développement, c'est-à-dire des métiers qui ne changent pas forcément beaucoup, mais il y a de gros besoins. On peut prendre quelques exemples de métiers en tension, il y en a pas mal, il faut aller voir l'étude qui répertorie à la fois les métiers en tension, mais en même temps les compétences qui sont inscrites dans ces métiers qui sont importantes et les raisons pour lesquelles ils sont jugés en tension. On peut citer, je ne sais pas, par exemple le métier de chef d'équipe, tout simplement, c'est un métier qui est un peu à la frontière entre quelqu'un qui est bon en production mais qui doit faire du management il y a des difficultés pour trouver des profils comme ça. Et ça, c'est un métier en tension qui correspond à la filière ferroviaire, mais qui correspond à l'industrie en général, comme on va retrouver aussi des usineurs, des chaudronniers, des choses comme ça, comme dans l'industrie métallurgique. On a des métiers en tension qui sont un peu plus particuliers, comme par exemple le métier d'ingénieur en sûreté de fonctionnement, qui est très lié justement à la fois aux aspects sécuritaires de cette industrie. C'est une production où il y a des normes, il y a beaucoup de règles de sécurisation il y a des besoins de métier autour de la sûreté de fonctionnement qui sont très importants en fait et pour lesquels il y a peu de formation en réalité. Voilà quelques exemples de métiers en tension. Sur les métiers en mutation, on peut citer un exemple qui est un petit peu symptomatique de certaines évolutions en tout cas de la filière, qui est le métier de chef de projet affaires. Dans ce métier-là, on est à l'interface entre un client et le bon déroulement en fait, du projet, de la production et de la livraison au bout du compte au client. Donc les mutations de ce métier sont liées à notamment deux points. D'une part au fait qu'en face on a des acheteurs pour les clients, pour les clients on a des acheteurs qui de plus en plus viennent du monde de l'automobile et conservent un côté très juridique, très contentieux et donc le chef de projet affaires il doit de plus en plus maîtriser les problématiques de contentieux. Et puis, dans la filière, on exporte de plus en plus. Et donc, l'interculturel est aussi quelque chose qui est de plus en plus important sur ce poste-là. Dans cette étude, donc, on a toute une analyse qualitative, on a des analyses quantitatives également. On a construit des scénarios à partir desquels on a pu élaborer une projection à 2030 des besoins de recrutement par grand domaine métier. Notamment sur les plus gros besoins qu'on va avoir en termes de recrutement. Ça va concerner la production, mais également les projets et la R&D. C'est une filière où il y a énormément de R&D et énormément de bureaux d'études, de besoins de bureaux d'études de toute façon. Ça va concerner également la qualité, la sûreté, qui est un des éléments un peu spécifique au ferroviaire, et puis également l'intégration, les achats. Voilà, ça, ce sont les domaines où il y a les plus gros besoins de recrutement. Donc quantitativement également, on a fait un petit point sur les opérateurs, les plus gros besoins de recrutement pour les opérateurs sur les 10 prochaines années. Ça va concerner le montage, l'assemblage, avec en plus une exigence de polyvalence apparemment qui est assez importante, mais également le garnissage, le câblage, la soudure, l'usinage. Voilà les plus gros domaines où il y a des besoins de recrutement. Un petit point également sur les besoins en recrutement d'ingénieurs. Les ingénieurs occupent des fonctions d'ingénieurs dans les postes de R&D. Là, il y a beaucoup de besoins, évidemment, mais ils occupent aussi beaucoup d'autres postes. Et en fait, il y a de gros besoins, notamment de recrutement, sur la qualité et la sûreté, puisque c'est eux qui occupent notamment ces postes-là avec des techniciens. Sur l'intégration également, sur différents services, comme la vente, marketing, système et réseau, achat également, où il y a un besoin d'ingénieurs de façon importante. On estime, nous, qu'il y a à peu près un besoin de recrutement annuel de l'ordre de 800 ingénieurs, quand il n'en sort qu'à peu près 200 des écoles en réalité. Sur les techniciens, il y a des besoins de recrutement qui ont été évalués comme étant particulièrement importants sur la production,
sur les méthodes, les maintenances, mais aussi sur des techniciens d'essai, sur des techniciens en bureau d'études et sur la qualité et la sûreté, sur la maintenance, mais sur la partie service, bien évidemment, puisque c'est un secteur qui est en forte croissance sur la filière. Et puis en supply chain aussi, avec des besoins de compétences assez pointues en plus sur la supply chain et sur la logistique. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la filière ferroviaire a des besoins de recrutement sur 10 ans. Ça, c'est un point certain. Dans le paysage actuel, c'est quand même à souligner. Il y a des besoins de recrutement sur des métiers de haute technologie, assez pointus en compétences, tout comme des métiers également de la production. Il y a aussi des gros besoins, tout simplement, sur de la production industrielle dans le ferroviaire. Alors moi, je suis ravi de vous accueillir, Pascal, parce que vous êtes porteur de bonnes nouvelles. Et on en a besoin en ce moment. Je rappelle que vous êtes consultant à Syndex et que vous avez travaillé sur cette vision, ces perspectives d'évolution des besoins de compétences, de nouveaux métiers, ces évolutions qui sont là. Oui, on a travaillé en fait à 2 niveaux, c'est à la fois avec des entretiens sur l'aspect qualitatif, à travers une enquête aussi, et puis à travers aussi un modèle qu'a fait Nicolas justement, et qu'on a pu, un modèle de projection à l'horizon 2030. Et sur la base duquel on a pu projeter en fait les différents domaines métiers. Donc on a une analyse qualitative et quantitative. Et quantitative. Alors ce qui m'a intéressé en parcourant, en analysant l'étude, c'est qu'elle casse bon nombre d'idées reçues sur le ferroviaire. J'avais en tête, avant de travailler aujourd'hui, sur cette émission, que l'industrie ferroviaire, c'était beaucoup d'ouvriers, voilà, les cheminots, c'est un peu ancré dans mon inconscient. Et on se rend compte, lorsqu'on regarde l'étude, que non, pas du tout. Il y a plutôt, les ouvriers sont plutôt minoritaires. Oui, c'est une filière qui est quand même très technique, très technologique, en fait. Elle n'a pas forcément cette image-là, j'ai l'impression. Qui travaille donc beaucoup en R&D, en études, en bureau d'études, et puis qui travaille beaucoup sur des gros projets aussi. Porter des gros projets, c'est très important. C'est un marqueur un peu de la filière. Et donc, il y a énormément de cadres, en fait, et d'ingénieurs et de cadres. Et en fait, il y a plus de la moitié de l'effectif dans le panel. Alors nous, sur un panel quand même qui recouvre la métallurgie et les SS2I. Oh, on est sur 56% de cadres. Et là-dessus, on est sur plus de la moitié de la population en cadre et un quart en étam à peu près. Et un quart en étam. Voilà. Ouais. Comment c'est original. Ouais, en tout cas, ça casse les idées reçues et c'est intéressant. Là, on parle de besoins de formation, besoin de compétences. Et j'espère que des étudiants écouteront, regarderont notre émission. C'est un des problèmes en fait qui est déjà connu mais qui est mis vraiment en exergue là, c'est qu'il y a des formations pour notamment des ingénieurs un peu spécifiquement ferroviaires, donc avec ces technologies-là, avec de la sûreté de fonctionnement par exemple, des choses. Mais vous dites qu'il en faut plus de ça. Mais en fait, il en faut beaucoup plus, et même alors, elles existent, ces écoles, il y en a un certain nombre, mais elles ne se multiplient pas par manque aussi de candidats. C'est-à-dire que c'est dès ce moment-là en fait qu'il faudrait davantage de candidats et qu'on pourrait du coup sortir davantage d'ingénieurs formés. Et sur la sûreté de fonctionnement aussi, il y a un autre problème, c'est que c'est demandé sur le ferroviaire, c'est demandé sur l'aéronautique, et désormais ça semble être demandé de plus en plus sur l'automobile aussi. Et ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup plus d'ingénieurs formés dans ce domaine-là. Par contre, il y a une demande plus importante. Voilà. D'accord, très bien. Donc effectivement, il y a des problèmes, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Et on va parler de tous les sujets. Vous êtes nombreux à intervenir, à poser des questions. On nous dit sur Internet, par exemple, que les métiers comme chaudronnier ou soudeur sont en tension depuis des années. Auparavant, il y avait de l'ambition qui était faite sur l'apprentissage et aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des soubresauts de tentatives de quelque chose qui, à un moment donné, se sont arrêtés ? Oui, de toute façon, là, ce n'est pas spécifique au ferroviaire pour le coup, c'est toute l'industrie où il y a des besoins de soudeurs, d'usineurs, chaudronniers, etc. Ces métiers-là sont en tension, effectivement, et effectivement depuis longtemps. Il y a un problème d'attractivité simplement de l'industrie globalement à ce niveau-là, qu'on peut rattraper, alors du coup que les directions RH essayent de rattraper avec soit côté ingénieur une image de l'entreprise qu'ils vont essayer de mettre de façon positive en faisant le tour des écoles d'ingénieurs, soit au niveau des opérateurs
en essayant d'intégrer des alternants, alors ça peut être des alternants ingénieurs aussi, hein, en essayant également de faire leur propre formation, d'accord, avec des tuteurs, en formant des formateurs sur place. Le problème de ces formations, c'est très bien, hein, c'est OK, c'est plutôt une bonne modalité. Par contre, ça ne donne pas une certification. C'est-à-dire que finalement, si on est formé chez Bombardier, on est bombardier, et sur le marché du travail, alors c'est quand même pas rien, mais c'est mieux d'avoir une vraie certification. Oui. Effectivement, il y a besoin d'aller vers ça, en développant aussi les CQPM, et en développant les CQPM. Les CQPM, qu'on explique bien à chacun, voilà, les certifications. Les certificats de qualification professionnelle dans la métallurgie, du coup. Et en les développant, ces formations, qui sont des formations professionnelles, purement professionnelles, en les développant dans les bassins d'emploi où il y a des besoins. Parce que s'agissant des opérateurs, on sait que c'est une population qui n'est pas très mobile. Ouais. On n'a pas la même problématique côté ingénieur, mais du coup, il faut aller dans les bassins d'emploi. Parce que la demande, les métiers en tension, on en parle, ça veut dire des besoins de recrutement. Les recrutements, ils vont progresser, vous le dites, dans la capsule. On peut revenir sur les chiffres. On voit qu'il y a deux hypothèses d'augmentation, mais grosso modo, les deux hypothèses vont dans le même sens, c'est-à-dire que ça progresse de toute façon. Il y avait la première hypothèse qui est un peu linéaire, la deuxième est plus spécifiquement adaptée, c'est-à-dire qu'avec une croissance plus importante sur l'infrastructure et la signalisation, et donc sur les besoins de recrutement et le développement de l'emploi sur ces secteurs-là. En gros, pour donner une idée, sur 26 000 emplois aujourd'hui dans notre périmètre, la croissance à 2030, c'est plus 5 à plus 6 000 emplois. Mais ça, c'est le nombre d'emplois. Derrière, on a aussi des gens qui partent. Qui vont partir. Voilà, il y a un taux de sortie qu'on a estimé. Donc il y a un gap qui est encore plus important. Voilà, il y a un taux de sortie qu'on a estimé à 5,7% à peu près. Il y a des départs en retraite et d'autres formes de départ. Et en fait, le besoin de recrutement, c'est de l'ordre de 16 à 17 000 personnes. 16 à 17 000 personnes qui devront sur 10 ans trouver un emploi. Donc voilà, vous avez dans votre réseau, j'imagine, des étudiants, des personnes qui sont en train de se chercher, peut-être qui peuvent s'intéresser à ces filières, qui vont recruter et sur lesquelles, on l'a vu tout à l'heure avec Nicolas, ont un carnet de commandes avec une visibilité à moyen terme, voire à long terme. Donc, Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des besoins de recrutement. Ce qu'on a montré assez clairement, c'est au niveau des ingénieurs, ça c'est absolument certain, mais aussi au niveau des techniciens et aussi au niveau opérateur, sur différents métiers qui sont listés, ou domaines métiers qui sont listés. Mais c'est sur ces trois niveaux-là de CSP. Quoi. Justement, on parlait d'ingénieurs. On nous reproche sur Internet, mais c'est ça, c'est le direct, qu'on n'a pas mentionné les ingénieurs système alors qu'ils sont indispensables. Si, les ingénieurs système alors ils sont peut-être pas dans la capsule. Là, ils ne sont pas dans la capsule, mais ils sont bien dans l'étude, effectivement. Bien sûr. Ça fait partie des besoins importants, en fait. Effectivement, dans cette filière. Alors, on va évoquer les métiers qui sont en tension, ceux qui vont devenir de plus en plus développés. Mais ce qui est intéressant aussi dans votre étude, c'est que vous avez fait l'effort d'analyser bassin d'emploi par bassin d'emploi, les perspectives d'évolution. Est-ce que, Pascal, on a grosso modo des besoins partout de la même manière en termes de tendance de recrutement, ou est-ce qu'il y a des bassins qui sont plus ou moins concernés ? Oui, on a été sur les bassins d'emploi spécifiques à cette filière. Et après, les besoins en emploi, ils dépendent derrière des industries qui sont implantées sur ces bassins-là. Et donc, on n'a pas les mêmes besoins sur la région parisienne ou dans les Hauts-de-France ou du côté de Tarbes, pas forcément. Mais ça, on a. Alors, ce qui est important en termes de besoins sur les bassins d'emploi, on ne s'est pas tellement focalisé sur les écoles d'ingénieurs. On peut très bien faire une école d'ingénieurs dans les Hauts-de-France et bosser à Tarbes ou à La Rochelle. Oui, c'est vraiment là où on va travailler. C'est plus pour les opérateurs, donc les besoins de certification professionnelle. C'est ça. Et donc, grosso modo, il y a des besoins partout qui vont évoluer de manière assez homogène. C'est pas exactement les mêmes domaines métiers, parce que c'est pas les mêmes entreprises, mais vous regarderez dans l'étude, c'est listé. C'est très précis et très bien documenté. Ces besoins. Justement, dans les besoins de métier, il y en a certains qui sont en recul. Qu'il va peut-être falloir envisager des mobilités, des différentes choses pour accompagner ces reculs, en particulier les caristes et les inspecteurs du rail, qui sont selon vous des métiers en recul. Est-ce que la filière se prépare suffisamment
justement à la mobilité de ces personnes-là qui alors, vont devoir aller vers d'autres métiers. Voilà, est-ce que je ne sais pas si la filière se prépare suffisamment. Sur les caristes, après, il y a des besoins. Enfin, il y a des besoins dans d'autres filières à la limite. Il y a un problème quand même assez général sur les caristes, c'est qu'il y a de l'automatisation qui les remplace de plus en plus. Donc, Mais il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de métiers en développement que vous mentionnez dans votre étude que de métiers en recul. Oui. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit est-ce qu'on se prépare suffisamment à avoir ces compétences pour ces nouveaux métiers qui sont en train de se développer. Après, les passerelles, c'est toujours compliqué. Quand on interroge les directions RH, ils n'en voient pas trop. Dans une même filière, c'est assez compliqué. Des inspecteurs du rail, dans la mesure où ils ont des compétences en termes de contrôle et de process, en fait. On peut très bien faire des contrôleurs qualité. Derrière, il y a aussi des besoins là-dessus. Il y a des besoins de recrutement sur la qualité, sur les techniciens qualité. Réellement. Donc il y a quand même certaines passerelles, il y en a quelques autres qui sont évoquées dans l'étude, qui existent. On peut aussi imaginer des passerelles entre filières et spécifiquement, même on y reviendra tout à l'heure, des passerelles vers la filière ferroviaire, en réalité, vu les besoins. Oui, vous verrez dans l'étude que vous avez travaillé sur des mobilités possibles. Par exemple, si on reste sur cet exemple d'inspecteur du rail, il est possible plus ou moins facilement de devenir contrôleur qualité. Lorsqu'on est assistant de direction administrative, on peut aller plutôt vers des métiers RH. Lorsqu'on est assistant à DV, voilà, on peut bouger. On se repose sur quelques points de compétences clés, en fait, pour proposer ça. Après, vraiment, c'est le plus compliqué, les passerelles. Et puis, ça dépend des parcours des gens, des parcours antérieurs des personnes. Mais ça pose la problématique de la formation. On a évoqué tout à l'heure, vous disiez qu'il y a effectivement des formations qui existent, peut-être pas suffisamment. Le problème, il est que quantitatif ou est-ce que il est également qualitatif sur la formation? Sans langue de bois, Pascal. Non, quantitatif, on l'a dit, oui, il y a un problème quantitatif. Mais il y a un problème quantitatif qui n'est pas que lié au nombre de formations, qui est lié au nombre de candidats aussi qui viennent sur ces formations-là lorsqu'elles ont cette coloration ferroviaire ou spécifiquement industrielle dans certains autres cas. Problème qualitatif aussi, oui, il y a de nombreux, que ce soit dans nos entretiens ou à travers l'enquête qu'on a réalisée, il y a de nombreux services RH ou directions RH qui disent mais les formations ne sont pas assez adaptées. Mais même les formations, que ce soit d'ingénieurs, en formation de soudeurs ou formation d'usineurs, ne sont pas tout à fait adaptées. Ils ont du mal à dire précisément pourquoi en fait, en quoi c'est mal adapté. Nous, on pense que derrière, il y a quand même toujours ce problème de certification pour ces formations-là. On pense aussi qu'à un moment, il faut simplement, que ceux qui sont sur ces formations-là, qui créent ces formations-là, qui créent les contenus de formation, et les industriels se parlent de façon, se concertent réellement. Il n'y a pas d'instance de concertation entre les deux réellement. Donc, il peut y avoir des professionnels du rail, de l'industrie ferroviaire qui vont faire des cours dans des écoles. Il y en a, ça existe, mais vous dites qu'il n'y a pas de concertation globale, stratégique, entre les outils pédagogiques, les écoles et les industriels. Entre du coup les besoins des industriels et vraiment les contenus. Alors il y a un peu d'échange, il y a eu un peu d'échange à propos de CQPM dans le cadre de cette étude. Effectivement, cette étude va être utilisée, je pense, sur un certain nombre de mises en place de CQPM. Il n'y avait plus de CQPM garnissage, par exemple, alors qu'on avait des besoins. En fait, il s'est remis en place au moment où on terminait l'étude, un CQPM garnissage, alors qu'il n'y en avait plus et il y avait des besoins pourtant. Ouais. Et alors, il y a des besoins, il y a une question sur Internet qui, effectivement, comprend que les besoins de recrutement sont forts par bassin d'emploi, pour tous les bassins d'emploi, et il propose une idée qui vous a traversé l'esprit aussi, je crois. Pourquoi ne pas créer des passerelles issues d'autres filières, en particulier l'aéronautique qui est en difficulté également. Quand on est plus fort, on va plus vite, on va plus loin. Non, je sais pas. Plus nombreux, on va plus loin. Oui, mais ça fait partie de ce qu'on a proposé. On sait qu'il y a là un moment, une conjonction où la filière aéronautique ne va pas bien. Et il n'y a pas de recrutement, il y a plutôt au contraire une décroissance de l'emploi. Il y a une filière ferroviaire en face qui est en demande. Il y a des éléments qui sont partagés, notamment une qualité, un très haut niveau de qualité, des normes, des process aussi, du coup, très stricts.
Bon, il y a des métiers qui ne sont pas si éloignés. Alors, c'est effectivement la soudure pour l'aéronautique, ce n'est pas exactement la même chose que la soudure pour le ferroviaire, mais il y a quand même des choses qui sont relativement proches dans un certain nombre de métiers. Mais c'est proche et donc on pourrait les rapprocher, mais j'ai envie de vous dire, Pascal, est-ce que c'est pas un choc de culture? Et c'est la question que je pose aussi à Nicolas, qui travaille beaucoup dans ce milieu depuis longtemps sur le ferroviaire. Est-ce qu'on n'a pas un choc de culture entre deux visions, deux approches? Est-ce que c'est pas la fin de la spécificité du rail d'un côté et de la spécificité de l'aéronautique de l'autre? Ouais, il semblerait que en fait, il y a une image certainement à retravailler. Hein, c'est que l'aéronautique, c'est très... Mieux rouler que voler. Ou mieux voler que rouler. Mieux rouler que rouler. Ouais, c'est un côté presque plus technologique ou autre. Enfin, c'est plus noble, ça paraît plus noble. Or, on a deux industries qui sont pas si éloignées. Hein. On a, même en termes de structure, on a des donneurs d'ordre qui sont très importants et des industries derrière, des sous-traitants qui sont beaucoup de petites entreprises, quoi. Nicolas? Mais c'est vrai que la filière aéronautique est mieux organisée, en tout cas. Un peu mieux, mais... Sur l'aspect formation. Oui, parce qu'il y a quand même les gros donneurs d'ordre. Le gros donneur d'ordre qui est Airbus a organisé la filière de façon un peu plus pas sérieuse, parce que c'est pas le terme qu'il faudrait employer, mais industrialisé, à mieux organiser sa filière. Et on peut rapprocher. Mais c'est un industriel Airbus aussi. C'est industriel. Mais ma question c'est, est-ce qu'on peut rapprocher le ferroviaire et l'aéronautique sans avoir un choc de culture et finalement perdre la spécificité de chacun? Ça, c'est toujours compliqué. Enfin, c'est toujours compliqué parce que, alors, rappelez-vous, hein, mais bon, j'étais peut-être un petit peu jeune, mais moi j'ai travaillé sur la transition de la sidérurgie en Lorraine, il y a très très longtemps, hein, à l'époque où fermaient Neuville, ou Neuve-Maisons, de nombreuses usines sidérurgiques. Et ce qu'on a proposé à l'époque aux salariés qui quittaient la sidérurgie, c'était soit de faire le Schtroumpf dans le parc des Schtroumpfs, soit de faire travailler à la chaîne dans les industries automobiles. On proposait vraiment de faire le Schtroumpf? Ah oui, d'accord. C'est pas une image, d'accord. Non, c'est pas une image. D'accord, très bien. Bon, autant dire que ça n'a pas pris. Hein. C'est-à-dire que autant... Le parc des Schtroumpfs a ouvert, mais c'était pas aucun sidérurgiste n'était classé quasiment là-dedans, y compris... Pareillement pour l'automobile, hein, l'industrie automobile qui s'est implantée. Et la navale, hein. on peut aussi, c'est une question d'ailleurs sur Internet. Voilà. Pourquoi alors après, c'est pas la construction navale dans ce pool de formation avec l'aéronautique, le ferroviaire et le naval? Je crois que la construction navale a toujours des besoins, par contre. A toujours des besoins. Alors, par contre, les métiers sont plus proches. Il n'y a pas la même culture. La sidérurgie, c'est une culture ancestrale. C'était pas du tout pareil. Là, je pense qu'il y a de vraies passerelles. Il y a aussi, mais il faut que la filière s'organise et que ces filières discutent entre elles. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un PSE donc un plan de suppression d'emplois sur une petite entreprise toulousaine de l'aéronautique, bon, ça peut être 100 personnes dont les postes sont supprimés. Mais sur le bassin toulousain, le ferroviaire n'existe quasiment absent. Oui, donc voilà, ces questions-là. Et puis, est-ce que le ferroviaire peut absorber tout d'un coup 100 personnes C'est pas sûr. C'est pas évident. Alors peut-être. Moi, je pose la question. Sur les grands bassins d'emploi, les grands bassins d'emploi du ferroviaire comme le Nord ou le bassin valenciennois, Dunkerque probablement. Après, il y a d'autres bassins d'emploi qui sont moins attractifs pour permettre que ça se passerait. Il faut que ça se parle, quoi. Déjà. Il faut que ça sera un début au moins. D'accord, très bien. On va terminer cette partie en parlant des métiers qui vont en développement, qui vont se créer. Est-ce qu'on a une vision, est-ce qu'on peut avoir une vision des métiers qui vont se développer, qui vont se créer dans les prochaines années, Pascal? Ils sont listés. Ils sont listés. Quelques exemples qui sont marquants. Il y a tout ce qui est autour sur les métiers en émergence. Ça, oui, en émergence ou voilà. C'est beaucoup des compétences en fait. Ça se met pas toujours dans des métiers bien précis en fait. D'accord. Donc, ce qui a été cité sur la cybersécurité, par exemple, on commence à voir quand même des spécialistes de la data et de la cybersécurité, malgré tout, qui sont déjà recrutés, en fait. C'est émergent, mais c'est réellement émergent déjà aujourd'hui. Donc, pour ça, là, c'est des formations qui sont, je dirais, non pas spécifiques ferroviaires, comme l'impression 3D, enfin l'impression additive, etc., qui sont plus globales. Qui sont plus globales, mais il y a un besoin dans le ferroviaire. Le numérique, le digital traverse le ferroviaire de façon phénoménale aussi.
Là C'est un aussi, des enjeux technologiques qui c'est est un des évoqué dans enjeux l'étude. très important. Il y a un enjeu d'innovation très mais fort, comme un dans d'autres écosystème, industries, finalement. Donc Ouais. là, à ce niveau-là, le ferroviaire n'est pas très spécifique. Pas très spécifique, mais des besoins en compétences qui vont être grandissants. Allez, on va parler, on a évoqué les problématiques, les sujets sur lesquels il faut trouver des solutions. On va proposer des solutions avec les préconisations de nos experts qui sont en plateau. Mais juste avant, Pascal Gabriel nous dévoile les principales préconisations de l'étude. Regardons, on se retrouve juste après avec vos questions, toujours. À la suite de cette étude, on a fait un certain nombre de préconisations, il y en a 8, qu'on a mis en 5 axes principaux. Le premier axe de préconisation, c'est de promouvoir une filière qui a des perspectives très intéressantes. La promotion de la filière, ce serait notamment par des campagnes dans les écoles d'ingénieurs, puisqu'il y a beaucoup de besoins d'ingénieurs. Il y a des écoles qui peuvent former des ingénieurs un peu sur des métiers spécifiques du ferroviaire, mais il faut attirer les candidats. C'est aussi communiquer sur les formations certifiantes, là où il y a des besoins. C'est aussi peut-être construire une base de données des formations du ferroviaire qui soit un peu unitaire. Ça reste encore à construire. Le deuxième axe de préconisation, ce serait d'adapter le contenu d'un certain nombre de formations à 2 niveaux. Non seulement des formations certifiantes du type CQPM sur les métiers en tension qu'on a pu repérer. Et notamment en privilégiant le fait de coupler les VAE et les CQPM, le fait de coupler les actions de formation en situation de travail et les CQPM. Tout ça, ça peut apporter un intérêt, puisque là où il y a des métiers en tension dans la production, les industriels essayent de former sur le tas avec du tutorat. Il serait intéressant, en tout cas, qu'il y ait une certification sur ces métiers-là. Un deuxième niveau, ce serait également de proposer un Master 2 au niveau ingénieur pour des métiers où on a repéré des tensions assez fortes sur la signalisation, sur la sûreté ferroviaire, sur le système de freinage, sur l'intégration système, sur des métiers de chargé ou de chef de projet d'affaires. Le troisième axe de préconisation, ce serait d'ajuster les besoins de formation de manière concertée. La concertation notamment entre industriels et organismes de formation est très importante, puisque les uns et les autres se parlent assez peu. Les industriels ne savent pas forcément toutes les formations qui sont faites et les organismes de formation ne connaissent pas tous les besoins des industriels. Donc se concerter, c'est important. Et ajuster également en termes de nombre, notamment pour les ingénieurs. On forme à peu près 200 ingénieurs par an dans le domaine ferroviaire ou proche ferroviaire. Il y a un besoin de l'ordre de 7 à 800 par an de recrutement d'ingénieurs. Donc il y a quelque chose à ajuster de ce point de vue-là. Le quatrième axe de préconisation, ce serait d'ajuster un peu mieux l'offre de formation par bassin d'emploi, et notamment l'offre de formation pour les métiers où les gens sont assez peu mobiles, et notamment les métiers d'opérateurs et un petit peu les métiers de techniciens, et donc d'ajuster notamment l'offre de CQPM par bassin d'emploi. On a donné dans l'étude un repérage des besoins en termes d'emploi par type de bassin d'emploi dans le cadre de la filière ferroviaire. On peut s'appuyer dessus pour prévoir des formations adaptées. Le cinquième axe de préconisation, ce serait de développer des passerelles de mobilité, et singulièrement des passerelles de mobilité entre secteurs, dans la mesure où la crise, notamment la crise Covid, touche beaucoup plus certains secteurs que le ferroviaire, qui est assez peu affecté finalement, et qui, comme on l'a vu, propose des perspectives très importantes en termes de besoins de recrutement. Donc c'est favoriser ces passerelles entre filières ou entre secteurs, et notamment peut-être entre l'aéronautique et le ferroviaire, serait intéressant. Après, se pose la question de quel outil on utilise. On peut utiliser des mises à disposition. Il y a un dispositif de transition collective qui se met en place, qui peut être éventuellement un de ces moyens pour favoriser ces passerelles-là.
Voilà pour les préconisations de l'équipe de consultants Syntex qui a travaillé sur ces sujets. Pascal, vous dressez un certain nombre de préconisations, de conseils, d'orientation. Est-ce qu'il est encore temps pour mener tous ces travaux, tous ces axes de développement? Sous quel délai il faut lancer tout ça? Ça peut se faire d'ores et déjà. Enfin, les contenus de formation sont... Alors, il y a des rythmes de 4 ou 5 ans, mais ils sont malgré tout en évolution. On est de 4 ans, mais il y a quand même des évolutions chaque année, donc ça peut s'adapter malgré tout. Les CQPM peuvent s'ouvrir aussi chaque année. Enfin, évidemment, il est temps, on peut commencer dès maintenant un certain nombre des préconisations que l'on fait là. En plus, tout ça avec un EDEC qui va se constituer. Et qui a un démarrage de quelque chose. Oui, donc c'est un cadre qui est assez large, qui est sur l'ensemble du territoire et qui peut être intéressant, effectivement. Ouais, alors pour ne blesser personne, des formations il y en a, des masters il y en a, vous le précisez en antenne. Alors c'est vrai que dans la bulle on dit il faudrait un master 2. Il y en a déjà. En fait c'est un supplémentaire en fait sur les domaines qu'on listait. Bien sûr qu'il y en a déjà, mais il y en a peu. En fait, il y en a 3, je crois. Vous parlez d'attractivité dans ces préconisations. Il faut augmenter l'attractivité. Alors peut-être que cette émission va permettre d'augmenter l'attractivité. On est dans un beau studio, etc. Mais plus largement, c'est-à-dire travailler sur des campagnes de communication, des campagnes avec les écoles pour changer la manière dont est perçue cette filière. Oui, c'est un gros travail en fait sur peut-être à 2 niveaux, c'est-à-dire directement dans les lycées ou dans les fins de collège, même, pour aller, pour dire que l'industrie c'est pas quelque chose d'horrible, c'est quelque chose dans lequel on peut avoir des métiers intéressants, épanouissants et assez techniques en plus, avec un environnement assez technique. Et puis la communication dans les écoles d'ingénieurs. Alors, ça se fait ici ou là, hein. Il y a quelques grosses entreprises, on va dire, qui le font avec telle ou telle école, mais pour attirer vers elles, quoi. En fait, c'est pas organisé tout ça. C'est pas organisé, il faut l'organiser. Ce serait bien, ce serait intéressant qu'il y ait vraiment l'organisation. En gros, que les écoles et les entreprises principales, en tout cas de la filière, travaillent vraiment de concert, et qu'il y ait aussi de la transmission vers les écoles, vers les étudiants, dès les premières années, parce que la partie ferroviaire, c'est souvent une spécialisation après pour les écoles d'ingénieurs, après 2 ans, 3 ans de tronc commun. Donc ce serait intéressant de dire, la filière ferroviaire, elle vous propose telle et telle chose. Ouais, justement, vous parlez de troncs communs, il y a une question internaute. Quid de développer des troncs communs de savoir dans les formations, c'est-à-dire pouvoir peut-être, alors si je comprends bien la question, c'est-à-dire intégrer des éléments du ferroviaire, culturel, des choses dans les troncs communs. Ça existe un peu alors, déjà. Pourquoi pas suffisamment? C'est une question qui m'a marqué, moi, en regardant votre étude. On a le sentiment qu'il y a des formations, qu'il y a des choses, mais pas suffisamment. Pourquoi les écoles rechignent à le faire? Pour quelles raisons? Si les étudiants n'y vont pas, la voie se ferme, tout simplement. Donc c'est un peu un processus qui se mord la queue, quoi. Il y a moins d'étudiants, c'est moins attractif, donc il y a moins d'étudiants, etc. Pour conclure cette émission, on va essayer de terminer sur une vision globale des opportunités, des menaces, de ce qui peut se passer, des faiblesses du secteur. On va commander, pour résumer, les faiblesses, les principales. Si on doit en résumer 1 ou 2 faiblesses principales sur ce secteur, Nicolas. Les faiblesses, c'est ce qu'on évoque là, la problématique d'attractivité de la filière. Et c'est malheureux parce que, au-delà de la filière ferroviaire, on est quand même sur une dévalorisation des métiers industriels, globalement. Donc on est plutôt là, c'est plutôt une question sociétale et politique. Peut-être pas l'aéronautique qui avait encore, parce que ça volait quelque chose de très beau. Mais bon, il y a nécessairement à revaloriser ces métiers, qui soient des métiers d'opérateurs ou d'ingénieurs même, parce que il n'y a pas de honte à travailler dans l'industrie. Non, je pense que c'est même dingue qu'on parle de honte, en fait. Il y a un vrai discours à avoir là. Y compris sur l'ouverture au monde, l'interculturel, etc. Enfin, c'est une filière qui est très ouverte aujourd'hui. C'est une filière qui est très ouverte, effectivement. Oui, et puis en plus, et comme on l'a vu, c'est qu'il y a des embauches qui sont là demain, aujourd'hui, et des sociétés d'entreprises qui n'arrivent pas à embaucher, ou alors qui ont un turnover
trop fort par rapport aux jeunes embauchés qui s'en vont parce qu'ils vont trouver ailleurs, ou la frontière est plus proche. Voilà, il y a un vrai problème d'attractivité, et c'est là où il y a des vraies campagnes. C'est la principale faiblesse aujourd'hui, en tout cas sur le secteur, c'est ce défaut d'attractivité selon vous. Voilà, et puis vous avez aussi quand même une faiblesse qui est le tissu industriel qui est très éclaté. Hein. Vous avez, et qui peut être en danger, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des entreprises, alors je ne parle pas d'Alstom ou d'équipementiers de premier rang, hein, qui, bon, de mon point de vue, n'ont pas ces problématiques-là, mais derrière vous avez tout un tissu de PMI, PME qui travaillent en partie pour le ferroviaire, et en général c'est une activité annexe, parce que le ferroviaire c'est un peu de l'artisanat industriel, c'est pas de la grosse production comme téléphone portable ou l'automobile. Donc vous avez des activités qui concernent peut-être 10% de chiffre d'affaires, hein, qui correspondent à 10% des volumes, et peut-être que le reste c'est 40% dans l'automobile ou 50% dans l'aéronautique. Dès lors que vous avez le secteur de l'aéronautique qui s'effondre ou le secteur de l'automobile qui s'effondre, ces petites PME ou ces petites entreprises sont tout de suite en difficulté, malgré le fait qu'elles se positionnent avec des produits qui vont servir le ferroviaire, qui est en évolution. Et donc là, il y a une vraie politique industrielle à mener et de soutien à ces entreprises-là, qui permettrait aussi... Alors, bien sûr, l'importance pour elles, c'est aussi de se développer à l'export. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, si elles restent que sur... Avec une tendance mondiale qui va évoluer. Voilà, donc il y a une vraie organisation. Alors, je sais que le milieu ferroviaire essaie d'organiser cette filière à l'export, c'est pas facile. Voilà, mais ça demande effectivement de beaucoup discuter et puis d'organiser les choses. Pascal, vous êtes d'accord ? Ah, moi je suis entièrement d'accord, oui. Toujours d'accord avec Nicolas, toujours d'accord. Les principales forces, on en a dressé quelques-unes des forces. Si on doit synthétiser les principales forces qui sont pour vous les plus importantes pour la filière. La principale force, c'est quand même que l'industrie française du ferroviaire est une industrie majeure. Dans le monde, j'entends, avec son premier représentant qui est Alstom aujourd'hui, qui a presque doublé de taille avec l'acquisition de Bombardier, avec 12 sites ou 13 sites de fabrication, avec des populations assez importantes, de 2000 à 2000 salariés. Vous avez derrière ce tissu de PME qui s'appuie sur ses compétences. Vous avez la SNCF quand même, qui historiquement est aussi une boîte d'ingénieurs, qui a coproduit le TGV. Donc on est sur... une filière qui a une maîtrise technologique de son domaine qui est excellente et qui innove. Là, vous voyez bien les développements du train à hydrogène. C'est comme Alstom qui est un des leaders sur ce développement-là. Il ne faut pas l'abandonner. Voilà. Donc, il y a quand même des forces significatives et puis des opportunités derrière qui sont celles du verdissement nécessaire des transports en général, que ce soit de la filière ferroviaire que des transports en général. Avec de formidables opportunités, en tout cas moi, à la lecture de votre rapport, c'était marquant, c'était flagrant, ces opportunités qui émanent de cette filière-là. On peut les résumer, Nicolas, Pascal. Les principales opportunités, on parle d'écologie, on parle de transport innovant, hydrogène, train autonome. On n'arrivera pas aux objectifs politiques du zéro carbone en Europe sans développer le ferroviaire. Ça, c'est une évidence. Soit c'est un vœu pieux et à ce moment-là, bon, on y va. Soit c'est une véritable volonté politique. Et dans ce cadre, il faut redynamiser de façon un peu plus qu'aujourd'hui le fret ferroviaire, parce que c'est un impératif. Et deux, poursuivre la régénération des réseaux, offrir des transports urbains fiables, confortable, avec les nouvelles technologies, voilà, et puis densifier et massifier les circulations, ce qui veut dire derrière, en termes d'opportunités, d'essayer une signalisation plus efficace, interopérable en Europe en tout cas, et donc des perspectives là pour l'industrie qui sont excellentes. Des perspectives donc, des opportunités pour ce secteur. Je ne sais pas si vous vouliez en dresser quelques-unes d'autres d'opportunités. C'est des métiers qui sont où la technologie est importante aussi. C'est peut-être pas l'image qu'il y a là, mais sur les métiers d'ingénieur, quand on regarde l'essentiel des ingénieurs sont en R&D et en projet et en conduite de projet, de gros projets. Voilà. Donc vous avez là l'essentiel des ingénieurs. C'est des métiers qui sont techniques, qui sont d'envergure aussi, voire d'envergure internationale. Donc il y a
il y a certainement des très beaux métiers aussi. C'est pas qu'une quantité, quoi. D'accord. Merci à tous les deux, merci à tous les internautes de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission de décryptage de cette étude que je vous conseille de lire. Je rappelle le site internet pour découvrir cette étude. Vous pouvez la retrouver donc sur www.observatoire-métallurgie.fr. Vous pouvez la télécharger, elle est complète, elle est documentée, elle est construite de manière très méthodologique. Et je vous remercie à tous les deux d'avoir apporté vos lumières, vos éclairages sur cette émission. Merci Pascal. C'était un plaisir. Gabriel, je rappelle que vous êtes consultant expert chez Syntex et également Nicolas Domas. Syntex, bah oui, absolument. Ma langue a fourché, mais c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis nombreux. Merci d'avoir alimenté nos échanges avec vos nombreuses questions. On a essayé d'y répondre. On a tâché de couvrir tous les sujets. N'hésitez pas à partager ce webinaire qui sera disponible en replay dans quelques heures, de le noter pour nous dire s'il vous a convaincu, s'il vous a plu, et n'hésitez pas à jouer un rôle. On a parlé d'attractivité, on a tous du coup un rôle à jouer dans tout ça. Merci beaucoup et à très bientôt sur Décryptage. Passez une très belle après-midi. À bientôt.